ceux qui doivent passer la frontière. Il s'agit là d'une frontière, d'un archétype qui constitue en soi une frontière, non seulement pour celle ou celui qui franchit la frontière, mais aussi pour celui qui essaye d'y réfléchir, parce qu'il réfléchit à ses frères et sœurs en humanité. Et là, tout d'un coup, apparaît avec une force aveuglante que même ça ne décrit pas un être humain. Même son assignation sexuelle, même son assignation genrée, ce n'est pas cela l'humain. Et donc, ce qui est l'humain, sous cet angle, c'est son identité universelle. Quelque chose qui est encore plus loin que toutes les apparences. On était habitué à cette idée qu'il fallait au-delà des apparences, parce que quand on dit les hommes, c'est-à-dire la personne humaine, les personnes humaines naissent égales et demeurent égales en droit, on est déjà habitué à cette idée que contre toute évidence, nous sommes égaux. Alors, il y a des grands, des petits, des gros, des mecs, des hommes, des femmes. On sait bien que c'est un effort de raison. C'est par la raison que nous comprenons que nous sommes égaux. Eh bien, quand on réfléchit à partir du thème du transgenre, de la réalité du transgenre, on accède d'une manière absolument brûlante à cette idée que l'identité fondamentale de l'être humain est une identité universelle et que tout le reste, en quelque sorte, ce qui est accidentel, c'est tout le reste. Ce qui est essentiel, c'est cette universalité. Donc, une fois qu'on a posé ça, on est dans le même ordre de déduction qu'on l'est, par exemple, sur le thème de la laïcité, qui postule précisément que toutes les personnes sont égales en droit. Donc, on débouche directement sur l'exigence d'une absolue égalité en droit. Mais on la fonde philosophiquement. Elle ne résulte pas simplement d'une protestation, qui aurait sa légitimité, ou d'une négociation avec un groupe, une communauté, ou je ne sais quoi, qui serait la négation du républicanisme qui m'anime. Donc à partir de là, tout vient ça. Je remets mes lunettes, je ne vais pas en rater. Déjà, on commence par se débarrasser d'une dimension qui est obsédante. Vous, pas pour vous, peut-être pour vous, parce que pour tous ceux qui le subissent, mais qui est obsédante dans tous ces débats, c'est la dimension de l'exigence qu'on doit avoir de dépsychiatrisation, dépathologisation, déjudiciarisation. On croit être bienveillant et en réalité on est offensant comme jamais. Et on doit ensuite bien comprendre que si toute assignation résulte en quelque sorte de l'accident au sens philosophique, c'est-à-dire de la circonstance, bon, quel est l'adversaire? On a donc un archétype qui est là derrière, qu'on ne voit pas, et qui est le même qui ressurgit quand on raisonne sur les questions du féminisme ou quand on raisonne sur les autres questions, c'est le patriarcat. Le patriarcat est la culture culturelle de l'ensemble de singularisation ou d'individuation doit apprendre à discerner qu'il se fait, peut-être dans le sens que veut enseigner le patriarcat, mais peut-être pas. Il ne peut pas le faire s'il ne le sait pas. Donc là, c'est le savoir qui va nous libérer. Alors après, l'égalité des droits, ça c'est fastoche. Le mariage républicain, puisque vous voilà tous entichés dans l'uncialisme que je trouve... la tradition de l'autre, pourquoi pas. Moi, je pensais avoir bien avancé sur la question avec ce qui est devenu le PACS. Moi, à l'époque, j'appelais ça partenariat civil. Bon, parce que c'était l'extension à tous les couples des droits qui s'attachent aujourd'hui aux couples hétérosexuels. Et on partait donc de l'analyse des droits qui conviennent à une vie de couple. C'était donc plus intéressant, plus distancié par rapport à n'importe quelle assignation sexuelle ou genrée ou ce qu'on voudra. Donc, il paraît qu'il faut tout pris par les générales, tant mieux. Alors, on va voir pour le mariage républicain, parce que pour moi, le mariage homosexuel, je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, vous faites ce que vous voulez, si vous le savez peut-être bien, mais moi je l'ai découvert. Laissez-moi au moins le temps de faire... Laisse-le parler. Criez ce que vous voulez, j'entends mal, donc... Alors, après, bon, je vais faire bref, parce que sinon ça va vous lasser, je vois bien que ça commence à agacer. Non. Non. Moi je pense qu'un bon point de départ, il faudrait se donner une ligne d'horizon de ce qu'on va faire. Comme vous le savez, dans le programme du Front de Gauche, il y a une loi qui est en germe, qu'on appelle loi de vertu républicaine. Ça ne concerne pas les mœurs, hein.
Ça concerne l'organisation de la société et en particulier l'abolition des discriminations positives qui fonctionnent aujourd'hui pour les riches et qu'on appelle privilèges. Et cette ligne de transition, on pourrait se dire, eh bien voilà, on se donne pour objectif, la nuit du 4 août 2012, nous reprendrons l'abolition, la mécanique d'abolition des privilèges de celle du 4 août 1789, et ce jour-là, on ne sait pas si loin que ça, on s'est passé dans ce cycle tout ce qu'on a à dire sur le mariage, la reconnaissance immédiate de l'homoparentalité existante et réelle, celle que nous voulons organiser, ainsi que les droits de filiation plénière, exactement comme en 1789, on a d'un seul coup autorisé le divorce, aboli la distinction qui classait les enfants naturels hors état civil, et ainsi de suite. Donc on pourrait se donner cet objectif-là, et en particulier, ça serait l'occasion d'instituer, peut-être, hein, si vous êtes d'accord, si ceux qui sont dans la salle ce jour-là, qui sont élus pour ça, en sont d'accord, parce que moi je serais peut-être déjà rentré chez moi, la transcription dans le droit français de la disposition 1728 du Conseil de Europe récent, qui je crois joue un grand rôle dans la réflexion actuellement. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, qui nous renvoie à l'essentiel de nos rencontres, c'est à mon tour de proposer un renversement des questionnements. Pas seulement se demander quel droit, quelle liberté, etc. Je crois avoir réglé cette question de principe. C'est le renversement des questionnements. Quels sont les droits et libertés pour lesquels le mouvement LGBT se bat, qui sont réalisables dans le cadre de tel ou tel programme? C'est bien gentil de faire défiler tout le monde est à égalité, on dose d'après la question qui est posée ici par le mouvement LGBT, mais la question qui se pose aussi, c'est quelle est la contribution du mouvement LGBT à l'émancipation collective de la société. Et donc, à savoir, la plateforme revendicative avec les politiques d'austérité. Et j'attends qu'on m'explique comment c'est possible d'avancer si peu que ce soit ce programme, notamment par exemple quand on dit c'est à l'école qu'il faut évidemment il faut que ce soit à l'école. Où est-ce que ça va être? C'est là qu'on éduque. Hein. Et puisque, comme je l'ai déjà dit, la question de l'orientation sexuelle, pour ne prendre que cette affaire-là, c'est pas un choix, c'est un fait. Par conséquent, une espèce d'incitation ou je ne sais quoi. Ces gens-là n'ont aucune espèce de réflexion sérieuse sur la situation réelle des gens. Bravo! Alors, comment vous faites la formation des personnels? Comment vous faites les recrutements supplémentaires qui sont nécessaires si l'on veut traquer les mauvais traitements, si l'on veut aider... comment on fait si on ne peut pas embaucher de personnel? Comment on peut embaucher du personnel si on est dans une politique de compression de la dépense publique? Même remarque pour la santé. Comment vous faites pour prendre les précautions qu'il faut prendre, faire les campagnes de prévention, les campagnes de réparation quand il y a lieu, si on est dans une politique de démantèlement de la santé et chacun se paye sa santé? Ça ne colle pas. Bravo! Bravo! Les questions de discrimination au travail. Ce sont des questions extrêmement mordantes et qui jouent un rôle, je pense, tout à fait considérable dans le non-dit des citoyens.